Nous allons peut-être parler aussi des biens mal acquis, parce que quand on parle des services de renseignement, il faudra aussi que les services de renseignement soient assez efficaces pour que l'on comprenne comment est-ce que telle somme ou telle autre somme d'argent a pu être détournée par ceux qu'on appelle en Afrique généralement et dans le monde des intouchables. Nous allons prendre cet élément à ce sujet sur les biens mal acquis et nous revenons sur ce plateau pour évoluer dans le débat. Gabon, Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, Théodore Nguema, Guinée équatoriale. 3 présidents africains visés par une enquête française depuis 2010 pour recel de détournement de fonds publics. Au cœur du dossier, leur patrimoine. Voici par exemple à Paris un hôtel particulier de la famille Bongo, 1500 mètres carrés, 15 millions d'euros. Mais selon les associations anticorruption, la liste des biens s'est allongée depuis le début de l'enquête. Premier cas, Ali Bongo. Il n'était pas encore président lorsqu'il s'est offert une Bentley. Valeur 200 000 euros, achat repéré par la police financière. La famille de Sassou Nguesso, elle, semble préférer les Mercedes. 8 limousines achetées, toujours en France. Son avocat dénonce une enquête illégale. Le détournement hypothétique supposé de biens publics congolais ou étrangers d'une manière générale n'est pas poursuivable en France. Mais les plus grands amateurs de belles mécaniques semblent être les proches du président guinéen Théodore Nguema. Son fils a ainsi acheté des Ferrari, Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Bugatti, Aston Martin, Porsche, Lamborghini et Maserati. 26 voitures pour 8 millions d'euros. Le tout a traversé l'Atlantique par avion jusqu'au discret aéroport de Vatry dans la Marne, avant d'être réexpédié en Guinée équatoriale. La cellule anti-blanchiment de Bercy a même donné l'alerte sur des acquisitions massives d'œuvres d'art lors de la vente de la collection Saint-Laurent-Pierre Berger. 109 lots achetés, plus de 8 millions réglés par le fils du président. Le fils, il a 43 ans. Et c'est un industriel qui se développe, qui a décidé que son entreprise allait faire des développements dans l'art et dans d'autres éléments. C'est son problème, c'est son affaire. C'est une entreprise privée qui achète des biens. Les associations anticorruption voulaient rajouter ces éléments à l'enquête en cours, menée par le juge Leloir, connu pour son indépendance. Le parquet s'y oppose. La France qui se gargarise par son plus haut représentant de grands messages universels en faveur de la lutte contre la corruption. Et puis voilà, cette décision du parquet qui est évidemment un coup de canif absolu dans l'image de la France. Bien. Alors, pratiquement l'un des derniers sujets de cette émission, face à l'actualité, nous parlons des biens mal acquis. En fait, nous faisons un retour sur ce sujet-là pour comprendre de plus en plus comment ont été ficelées ces affaires depuis la Cour de justice française, ainsi qu'aux États-Unis et dans d'autres pays. On sait que les présidents de la République en Afrique ont été véritablement indexés par ces sujets de biens mal acquis. On a pensé à Denis Sassou Nguesso, que vous avez vu dans l'élément, le président Obiang Nguema Bazogo, ainsi que son fils Obiang Mangué. Et nous avons aussi eu l'ancien président, en tout cas le feu président gabonais Omar Bongo, qui a aussi été indexé, Ali Bongo qui a été indexé, Paul Biya, ainsi que d'autres présidents en Afrique qui ont été indexés sur ces affaires de biens mal acquis. Mais aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir si ces biens mal acquis, c'est une réalité en Afrique ou si c'est tout simplement un moyen de déstabiliser une fois de plus ces gouvernements. Est-ce qu'ils n'ont pas véritablement fait ce dont on les accuse, ou alors est-ce qu'ils ont fait et ne veulent pas et veulent masquer les choses tout simplement aux populations? Nous allons le savoir avec nos consultants sur le plateau. Nous allons une fois de plus du côté de Yaoundé pour prendre Jean de Dieu ici qui est bien installé et qui va nous apporter sa lecture de ces affaires de biens mal acquis. Jean de Dieu ici, vous avez la parole. Frère Tony, vous voyez que j'ai des lunettes qui ont c'est une paire de lunettes. Et donc, je vais vous donner le résultat de ma lecture. Ma grille de lecture est bidimensionnelle parce que il ne faut pas encourager les Africains à s'imbéciliser davantage, à les faire luxure, à les faire jouissance,
aller exporter les richesses de nos petits peuples, le petit argent que les autres ont bien voulu donner ici comme masse monétaire. Il est ignoble, il est indécent que l'élite africaine aille investir en Europe, en Occident, au nom de ce qu'ils ont des enfants qui seraient des héritiers là-bas et qui se retrouvent ridiculisés, infantilisés, imbécilisés comme on nous montre là. C'est une perpétuité d'acceptation de l'esclavage. Et lorsque je l'ai dit, le fait étant là, ce qui est réel et rationnel, ils ont des richesses, ceux qui en ont bien sûr. On ne peut plus rien changer. Dans la sagesse Manguissa, on dit que on ne renverse pas, on ne retourne pas l'éléphant avec les mains. Et donc, ce qui est fait est fait. Je l'ai dit avec beaucoup d'amertume et d'indignation, parce que moi je suis de ceux qui pensent que si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Les amis ne se cachent pas de nudité. Mais lorsque j'ai fini de voir avec l'œil gauche, je voudrais que si les Occidentaux aiment les Africains qui souffrent, la réalité de l'Afrique, c'est clos de misère, c'est clos de ceci, le fameux discours du 26 juillet 2007 de M. Nicolas Sarkozy qui nous aime, entre guillemets. Vous demanderez donc à Nicolas Sarkozy d'aller en justice parce que, rappelez-vous, M. Nicolas Sarkozy a reçu l'argent de Muammar Kadhafi pour financer ses élections présidentielles de 2007. C'était à hauteur de 50 millions d'euros. Ce que je dis là, j'ai des témoins. J'ai le témoignage de Mohamed El Megariev, qui était chef d'État libyen d'août 2012 à mai 2013. Son livre publié dans les éditions Cherche Midi le confirme. En France, j'ai Claude Guéant, qui est un témoin. Il y a Bachir Saleh et Abdallah Senoussi, qui sont les témoins de ce que M. Nicolas Sarkozy doit remettre aux Libyens l'argent mal acquis. C'est un bien mal acquis. Je voudrais également que les Occidentaux, dans les 50 firmes occidentales qui ont jusqu'à présent l'argent de la Libye, ça fait au total 46,9 milliards de dollars qui ont été gelés. Cet argent gelé, je voudrais rappeler, ces firmes, c'est une liste de 50. Lorsque vous me donnerez l'opportunité, je vous dirai que Eni a 586 millions de dollars. Pearson a 335 millions de dollars. Roussal a 300 millions de dollars. Lagardère en France. Lafarge, toujours en France. EDF en France. Télécom en France. Ces sociétés ont l'argent libyen. Je ne voudrais pas m'étendre si longtemps sur ces firmes, sur les dépôts à terme qui ont été gelés, les filiales qui ont été consolidées à l'ordre de 16,7 milliards. J'ai dit l'argent des Libyens est dans des comptes occidentaux. Ça fait exactement 46,9 milliards de dollars. C'est lui qu'on a retrouvé, les crasses qu'on a pu retrouver. Lorsque je l'ai dit, cessez de demander aux Occidentaux de cesser de sodomiser nos chefs d'État, c'est-à-dire de les gomoriser les cités qui veulent se développer. Je parle de Sodome et Gomorre pour dire ici que nos capitales politiques ne doivent pas disparaître parce qu'on a toujours entretenu l'hégémonie esclavagiste d'Occident. Les biens mal acquis, ce sont nos bois qui sont volés presque pour rien. Les biens mal acquis, ce sont les cerveaux volés en Afrique et on parle d'immigration sélective. Les biens mal acquis, ce sont nos ancêtres qui ont été pris dans la saignée esclavagiste. Les biens mal acquis, ce sont nos forêts et vous voyez comment les billes de bois sont transportées pour rien.
les biens mal acquis, c'est cette recolonisation de l'Afrique au nom des minéraux du sol, au nom des richesses du sous-sol. Ce sont ça les biens mal acquis. Les biens mal acquis, c'est les comptes des opérations. Les comptes des opérations, l'Afrique centrale, l'Afrique française, à 9 000 milliards de francs CFA dans les comptes des opérations. Nous perdons 275 milliards d'intérêts par an. C'est ça le bien mal acquis. Le bien mal acquis, c'est que le franc des colonies françaises d'Afrique est battu en France. Cessez de déranger les pauvres Africains. Cessez d'imbéciliser le monde vulnérable. Je pense, Tony, je vous ai donné une réponse, mais considérez mes deux lunettes. Ceci devrait fabriquer la paire de lunettes qui accuse les imbécilisés, qui accuse les Africains, qui acceptent encore le processus d'esclavage. Ces Africains-là ne font pas de bien pour les générations futures. J'aime vous le rappeler, à Ebomzout, on peut construire les hôtels parce que là-bas, il y a les impaludés et les épileptiques. Ça fait pitié. Si vous allez dans nos villages, il faut construire des hôtels et faire la politique de Muammar, je voudrais dire la politique de Robert Mugabe, qui n'a pas accès en Occident, mais qui reste chez lui. Et donc, aller exporter l'argent des petits peuples affamés pour aller se construire les usines, les hôtels à Paris et être ridiculisé, comme c'est le cas. Je trouve ça ridicule pour cet Africain qui pratiquerait cette politique à partir de cette année. Je vous remercie. D'accord, comme le rappelle certains consultants sur le plateau, vous êtes pratiquement un revenant. Voilà pourquoi on comprend très bien ce que vous avez à dire sur ces sujets que nous abordons dans ces émissions. Alors, Patrick Sapak, l'autre question que j'aimerais vous poser à ce sujet, c'est par exemple au Cameroun et au Congo-Brazzaville notamment. Au Cameroun, on a créé l'opération Épervier, où il est question d'épingler ceux qui acquièrent des biens malencontreusement. Et du côté du Congo-Brazzaville, on a créé l'opération Colonna qui va presque dans le même sens pour attraper les bandits de l'État. Sauf que au niveau de l'État, c'est-à-dire dans l'intérieur, nous avons des personnes qui sont arrêtées et qui sont mises en prison. Mais au moment d'indexer, par exemple, les chefs d'État, moi la question que je me pose, pourquoi est-ce que ces mêmes personnes qui portent plainte ne portent pas plainte au niveau de l'État, c'est-à-dire dans la justice de l'État, de leur pays, mais préfèrent plutôt aller du côté de la France pour porter plainte, du côté des États-Unis? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, il faut comprendre ça à partir du système. C'est-à-dire que vous avez un système qui a mis en place dans nos nations deux tribus, fondamentalement. Les riches et les pauvres. Donc, on appartient à une ethnie donnée, on appartient soit à la première ou à la seconde tribu, en fonction des réseaux, en fonction de la filiation, des milieux financiers et des milieux occultes. Donc on a deux tribus fondamentalement, les riches et les pauvres. Et quand vous présentez ça dans une forme pyramidale, vous allez trouver que en haut, il y a les riches, en bas, il y a les pauvres. Donc, ça veut dire que 5% de la population consomme 95% des richesses nationales et 95% se contentent de 5%. Et c'est là-bas qu'on trouve donc le bricolage, l'improvisationnisme, le bagou de marchand de chameau et le je m'en foutisme. C'est un système qui est mis en place. Maintenant, au-dessus de cette pyramide se trouve un homme qui détient la volonté politique, c'est l'animateur du système, qui a été savamment choisi sur le plan exogène. Et ce monsieur a une feuille de route. Si, à un moment donné, il s'écarte un peu de la feuille de route, parce que dans cet enrichissement scandaleux, il y a que l'argent ne doit pas être investi ou alors gardé au niveau du pays, il va plutôt être gardé chez ceux qui l'ont sécrété pour qu'il arrive au pouvoir. Et donc, si au niveau, pendant qu'il est en train d'exécuter sa feuille de route, il y a un seul point où il dit, non, ici je ne peux pas y aller, on dit, tu vas y aller. Donc, dès qu'il recule un peu, on lui dit, écoutez, vous avez vos biens ici, si vous essayez, on va les mettre en surface, vous comprenez? Et maintenant, au niveau interne, on met donc en place un ensemble de collaborateurs qui nous aident à animer le système. Alors ces collaborateurs-là peuvent voler, ils peuvent détourner, il n'y a aucun problème, tant qu'ils n'ont pas encore, se sont pas encore attaqués à l'animateur, voilà, à l'animateur du système. C'est pour ça qu'on va dire, ce sont les autres, ça n'a jamais été le chef de l'État. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour du chef de l'État ont des missions bien claires. Animation, célébration, danse,
nourriture, boisson, mensonge, vol, mais surtout griotisme à l'endroit du chef de l'État. Celui qui arrête de faire du griotisme à l'endroit du chef de l'État commence à être guetté d'un œil très suspect par le chef de l'État. Eh bien, les éléments qu'on met en place, vous avez appelé ça opération épervée, opération de je ne sais exactement quoi, ce sont pas des opérations sincères, vous devez le savoir. Ce sont des opérations d'épuration politique, parce que dès que vous avez volé, et si vous parlez du pouvoir, volez, mais ne parlez pas de mon pouvoir. Une fois que vous avez parlé de mon pouvoir, vous allez devenir directement éperviable, c'est comme ça que vous avez appelé ça, ou colonable, ou quoi que vous parlez au Congo-Brazzaville. Donc, sachez que c'est comme ça que le système fonctionne, et donc, aujourd'hui, et bien évidemment, je suis d'accord avec Haïti, qu'il faut mettre sur la table deux responsables, les responsables endogènes et les responsables exogènes. Mais il se trouve que le concept des biens mal acquis est sécrété par les responsables exogènes. Parce qu'ils ont dit, voilà, c'est l'épée de Damoclès sur la tête des animateurs qu'on a mis en place. C'est le jour où ils vont être mal élevés, eh bien, on va remettre ça en surface. Mais s'ils continuent d'être disciplinés, qu'ils volent toute la richesse de leur pays, parce que ce sont des complices sans état d'âme du pillage de leur pays par les entreprises étrangères. C'est d'ailleurs sur cette base que sont partis les accords de coopération. C'est-à-dire que la France a toléré, combattu, provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le degré de docilité de nos leaders vis-à-vis de leurs intérêts. Vous êtes d'accord avec eux. Pour piller votre pays, on vous protège contre toute rébellion. Vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec eux. Ils vous créent une rébellion à travers les choses comme celle-là, c'est-à-dire les biens mal acquis, etc., etc. Et vous allez constater qu'ils ont tous le même comportement. Et il n'y a que certains qui sont ciblés par ces opérations-là parce qu'ils commencent un peu à inquiéter ou à se comporter anormalement. Parce que chez nous, les choses qui sont anormales chez eux doivent être normales, et les personnes qui ici les trouvent anormales deviennent elles-mêmes directement anormales. Donc on commence à chercher à les évacuer pour remettre en place quelqu'un qui va être plus docile, un compatriote plus docile. C'est pour ça que je signale souvent que le système ne se détruit pas avec la perte d'un de ces éléments, il le remplace et continue son chemin. Donc quitte donc aux populations qui sont les légitimes propriétaires exclusifs de l'héritage et du patrimoine commun qu'est notre continent, d'en prendre conscience et puis de savoir éviter d'orienter leur colère dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que concentrer notre acharnement sur les animateurs du système, mieux que sur les concepteurs du système, c'est nous tromper de direction à donner à nos colères. Parce que, je répète toujours que dans un village, lorsque vous avez un problème et que vous voulez vous attaquer, c'est-à-dire qu'il y a un arbre qui crée un problème dans un village, vous voulez vous y attaquer, vous n'allez pas chercher à vous attaquer aux fruits et aux branches, parce que les fruits et les branches vont repousser, mais l'arbre va continuer de vivre et les branches et le problème va rester entier. Donc il faut dessucher et déraciner l'arbre pour que le problème soit circonscrit. C'est pour ça que si on s'attaque directement au système, eh bien les animateurs du système vont tomber seuls. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, et aujourd'hui, ils ont compris, et je pense qu'il est urgent qu'ils se mettent justement dans la posture de ceux qui vont compter sur les peuples, parce qu'en même temps, nous demandons au peuple de comprendre exactement où se situe le problème, et à partir de ce moment-là, on va s'attaquer efficacement au problème qui ensevelit l'humanité de notre histoire, parce qu'il faut absolument répondre efficacement aux appels de l'humanité, mais restituer à nos vies nationales la dimension ouverte et évolutive de toute vie au sein de nos nations, pour que alors on connaisse l'auto-administration du peuple par lui-même, en considération de ses seuls intérêts, et ce que je vous ai évoqué au départ, pendant qu'on parlait de cette base militaire, c'est-à-dire la pleine capacité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Sa Majesté, ça quoi là? Vous parlez de la sanction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent voler, et ils peuvent tranquillement dire au chef de l'État, écoutez, il y a eu un problème ici. Après, parce qu'on se retrouve souvent, parce qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la crise de communication et la communication de crise. C'est-à-dire que l'information n'est pas remontée jusqu'au niveau du chef de l'État, eh bien, ça fait une crise de communication. Maintenant, comme l'information n'est pas arrivée au niveau du chef de l'État, il y a communication de crise parce qu'il y a un effet
qui se fait voir. Et dès que les faits se fait voir et que le chef de l'État constate que l'information n'est pas arrivée à son niveau, il se rabat sur les responsables et arrive donc le dernier levier qui est la sanction. Mais ça, généralement, ça n'arrive pas au nom des coalitions sur le plan politique parce que la mise en place des gouvernements chez nous se fait sur la base mieux de l'assistance politique que sur la base de la compétence. Donc vous avez donc des administrations qui se renouvellent, se modifient sur la base d'affiliation des milieux financiers, des milieux occultes. Et donc, les valeurs qui pouvaient promouvoir, les valeurs de probité, d'honnêteté, de nationalisme, de philanthropie, en un mot, qui pouvaient faire justement la santé socio-économique de nos nations, eh bien, ces valeurs-là ont laissé la place à l'importantissime prédateur du bien-être social qu'on appelle la corruption. Et la corruption tire sa principale force de destruction dans le fleuve des ismes. Donc favoritisme, népotisme, clientélisme, tribalisme, avérisme, dirigisme, tout ce que vous voulez. Et tous les autres donc, ismes. les responsables, ils sont deux, je viens de le dire et je sors par là. C'est les forces exogènes et les forces... Vous êtes intelligent parce que... Ok, nous allons prendre cet autre téléspectateur qui nous appelle depuis le Bénin. C'est Landry du Bénin qui nous appelle. Bonsoir et bienvenue dans cette édition.